Après Friedland, Napoléon rencontre le tsar Alexandre. Les deux hommes, ennemis depuis des années, se découvrent une admiration mutuelle. Ils rient, discutent longuement. Un accord est trouvé. La Russie rejoint la France contre l'Angleterre. Sur le papier, c'est un coup de génie. Mais les alliances reposent toujours sur l'intérêt, jamais sur l'amitié. Et l'intérêt change. L'Angleterre reste le grand obstacle, impossible de l'envahir. La mer la protège. Alors Napoléon change d'arme. Il impose le blocus continental. Personne en Europe ne doit commercer avec les Britanniques. Il veut étouffer leur économie. Mais en frappant l'Angleterre, il frappe aussi ses propres alliés. Le commerce ralentit. Les économies souffrent. Beaucoup trichent. Le Portugal refuse. Il envahit. L'Espagne vacille. Il intervient encore. Il place son frère sur le trône. Il pense stabiliser. Il déclenche une insurrection. La guerre d'Espagne devient un cauchemar. Ce n'est plus une guerre de lignes et de batailles décisives. C'est une guérilla, des embuscades, une érosion lente. L'armée française saigne pendant que l'Empire s'étire. Pendant ce temps, l'Autriche revient. Il gagne encore, mais les victoires coûtent plus cher. Les conscrits sont plus jeunes. L'expérience diminue. La fatigue s'accumule. Puis, la Russie commence à rouvrir son commerce avec l'Angleterre. Napoléon se sent trahi. En 1812, il décide d'envahir. Il rassemble la plus grande armée jamais vue en Europe. Des hommes de tout l'Empire. Une démonstration de puissance absolue. Mais les Russes refusent la bataille décisive. Ils reculent. Ils brûlent la terre. Ils détruisent les ressources. La stratégie de Napoléon repose sur la vitesse et la manœuvre. Sans ravitaillement, la vitesse disparaît. La chaleur détruit les hommes. La faim arrive. Les maladies. Enfin, Borodino. Une victoire sanglante. Moscou tombe. Puis, Moscou brûle. Napoléon attend une reddition qui ne viendra jamais. L'hiver tombe. Le froid devient une arme. Les chevaux meurent. Les soldats gèlent. Les Cosaques harcèlent. La retraite devient un calvaire. Sur des centaines de milliers d'hommes, une fraction revient. L'Europe comprend que l'empereur peut saigner. Les alliances se reforment. Les anciens alliés changent de camp. Les armées convergent. À Leipzig, la bataille des nations, la France est submergée. L'Empire se fissure. Napoléon abdique. On l'envoie sur l'île d'Elbe. Il revient. Les soldats le rejoignent encore. 100 jours. Une dernière tentative. Waterloo. Une bataille tendue, hésitante, imprécise. Les Prussiens arrivent. Les lignes cèdent. La garde recule. Et quand la garde recule, le mythe se brise. Cette fois, il n'y aura pas de retour. Sainte-Hélène, isolement, surveillance constante. L'ancien maître de l'Europe vit dans une maison modeste au milieu de l'Atlantique. Mais il ne renonce pas à une chose, le récit. Il écrit. Il façonne sa légende. Il comprend que la mémoire est une forme d'immortalité. Napoléon laisse une Europe transformée, des codes juridiques encore en vigueur, des idées nationales réveillées, une nouvelle manière de faire la guerre. Il fut conquérant, réformateur, stratège, dictateur, visionnaire, héros pour certains, tyran pour d'autres.
Mais son histoire nous laisse une vérité simple. La grandeur exige vision, courage, vitesse, mais elle exige aussi mesure. Car la même ambition qui te fait monter, si elle n'est pas maîtrisée, te pousse un jour à aller trop loin. Et parfois, la chute ne vient pas d'un ennemi plus fort, elle vient d'un homme qui refuse de s'arrêter.